Voilà, bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Là, je suis à Montpellier, tranquille. Moi, j'aime bien ce côté webinaire. On fait beaucoup de tout ça en Amérique latine. Donc, le sujet de ma présentation, c'est les biomarqueurs et l'efficacité pour les patients RH+, à second mois. Donc, un peu de voix et un peu de vue des cliniciens, donc comme que je suis. J'ai aucun lien d'intérêt déclaré depuis que j'ai quitté Besançon. Donc, je vais commencer par ma conclusion. Donc, aujourd'hui, pour la prise d'une décision thérapeutique, pour pouvoir construire une stratégie thérapeutique pour les patients qui ont un cancer du sein métastatique RH+, à second mois, on a besoin de la récepteur mono de HR2, ça c'est classique, mais ça ne suffit pas. On a besoin aussi de la mutation somatique de PI3 kinase et de la mutation constitutionnelle VRCA pour tous les patients. Donc ça, c'est déjà un standard. Et pendant ma présentation, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des biomarqueurs aussi qu'on discutera à la fin de ma présentation qui sont en train d'être évalués et qui probablement auront une place d'ici à quelques temps. Donc le premier, c'est la PI3 kinase. C'est un biomarqueur qu'on connaît très bien. Là, depuis quelques années, on travaille sur ça. Donc, c'est une mutation qui est très fréquente pour les cancers du sein luminal et pour les patients HER2+. Donc, on est autour de 40% de présence de la mutation pour les patients RH+, HER2- et autour de 30% pour les patients HER2 positifs. Donc, contrairement aux les patients triple négatifs, où c'est très peu fréquent. C'est une mutation qui a un valeur pronostique, parce que les patients qui présentent la mutation ont un pronostic plus péjoratif, donc c'était clairement démontré pour la population luminale et pour les patients HER2+. Et c'est un marqueur où la sensibilité à la chimiothérapie est très importante, parce que les patients qui ont la mutation ont moins de sensibilité à la chimio, donc ça ne veut pas dire qu'ils sont réfractaires, mais il y a moins de réponses. Ça, c'était clairement démontré dans SAPHIR-2, cette étude d'Unicancer, est présentée dans une excellente révision d'Unicancer qui a fait cette année sur la mutation PI3 kinase. Donc, c'est un enzyme qui a une sous-unité régulatrice et une sous-unité catalytique. Donc, il va s'occuper de faire l'effet kinase. Donc, il va phosphoryler une protéine qui va devenir beaucoup plus active. Cet enzyme, il a 4 isoformes, alpha, bêta, gamma et delta. Nous, on s'intéresse essentiellement pour l'isoforme alpha, que c'est l'isoforme qui est plus présent pour les tumeurs solides. Donc, il y a essentiellement 11 mutations qu'on cherche déjà dans les tests compagnons, qu'on a travaillé sur tous les essais cliniques, et qui sont sur l'exon 9, sur l'exon 20. Il y a une mutation sur l'exon 8, pas les 7, la nouvelle classification elle passe à exon 8. C'est les 11 mutations qu'on cherche pour ce type de patient. Donc, on les cherche par RT-PCR. Nous, ici à Montpellier, on a une excellente plateforme de biologie moléculaire sur séquençage de haute débit avec le docteur Lamy. Donc, on essaie un peu de développer sur biopsie liquide. Ça, c'est une méthode qu'ils sont en train d'évaluer. Sans aucun doute, à mon avis, ça, c'est l'avenir, parce que ça permet d'accéder plus facilement à l'ADN circulante, avoir des résultats beaucoup plus vite. Les examens ils sont de plus en plus sensibles. Donc, PI3 kinase, il appartient à une voie hyper connue. Là, ce n'est pas du tout une nouveauté. Et surtout, c'est une voie qui était très convoitée au niveau de l'industrie pharmaceutique, parce que depuis 2006-2007, on a participé à plusieurs études cliniques pour évaluer différentes molécules qui vont intervenir sur les différentes cibles de ces voies de signalisation, nettement affiniteurs, qu'aujourd'hui ça fait partie de la réalité avec l'inhibition d'mTOR, mais aussi des inhibiteurs de PI3 kinase, des pan-inhibiteurs, donc de toutes les sous-unités, alpha, bêta, gamma, delta, des dual inhibiteurs, donc des médicaments qui sont inhibés PI3 kinase et mTOR, des médicaments qui à la fin ils sont toxiques. On développe actuellement les anti-AKT, nettement pour les patients triple négatifs, mais aussi quelques études pour les patients positifs. Mais surtout, on a, et ça c'est la nouveauté de ces derniers temps, un médicament qui a fait sa preuve en inhibant uniquement l'isoforme spécifique alpha, que c'est voyelle ou alpélicive,
qu'aujourd'hui elle est disponible en France dans le cadre d'un ATU de cohorte et pour lequel bientôt on attend la post-ATU probablement pour le mois prochain. Donc, alpelisib, que c'est un inhibiteur sélectif de la subunité alpha de PI3 kinase, il a fait sa preuve après les résultats de l'étude de phase 3 randomisée qui s'appelle SOLAR 1, une étude très connue dans le monde oncologique. Surtout, c'était une étude, à mon avis, très intelligente parce que pour les patients qui sont progressés aux anti-aromatases, ils sont programmés deux cohortes, une cohorte de patients mutés et une cohorte de patients non mutés, et pour lesquels ils sont randomisés fulvestrant associé à alpelisib versus fulvestrant placebo pour les deux types de cohortes. Cette étude nous a montré qu'effectivement la mutation PI3 kinase, c'est un facteur prédictif d'efficacité parce que les cohortes où les patients sont mutés, le résultat a été positif. Ça, c'était l'objectif principal, avec une diminution des risques de progression de 35%. Donc, la médiane de survie a passé de presque de 6 mois à 11 mois. Et surtout, on a la preuve de concept que pour les patients PI3 kinase non mutés, les médicaments, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est la confirmation de la prédiction d'efficacité du traitement. Puis, c'est un médicament qu'on commence à connaître. Nous, on l'a connu déjà dans le cadre des études cliniques, mais surtout, comme déjà il est disponible pour tout le monde, à signaler les effets toxiques, nettement les risques de diabète, parce qu'il y a environ un tiers des patients qui font des toxicités métaboliques à niveau de diabète, grade 3, grade 4. Ça, c'est une toxicité qui, initialement, ça commence déjà tout de suite au début du traitement. Les patients diabétiques ont beaucoup plus de risques que les patients non diabétiques. C'est pour ça que c'est essentiel avoir ou utiliser ces médicaments sur les patients qui ont un diabète contrôlé. On est en train de discuter le degré de contre-indication entre diabète et non diabète. On pense qu'au moins, il faudrait avoir le diabète contrôlé pour pouvoir utiliser ces médicaments. Mais le conseil pratique, c'est que si on l'utilise, il faudrait être très rigoureux pendant les 2 premiers mois avec un contrôle de glycémie. Ça, c'est notre pratique, une fois par semaine jusqu'à le 12e mois de traitement. Donc, on avait 2 questions après qu'on a reçu les résultats de SOLAR 1. Donc, la première, est-ce que alpelisib, il allait avoir une efficacité pour les patients exposés à un anti-aromatase en première ligne? Aujourd'hui, un standard, mais au moment de SOLAR 1, ce n'était pas du tout un standard. Et seulement 7% des patients dans cette étude, ils ont eu un inhibiteur de CDK4/6 préalable. Donc, sa réponse, on l'a eu avec l'étude Bailib. C'est une étude de phase 2 qui a été présentée à l'ASCO cette année sur 3 cohortes, sur des patients donc alpelisib fulvestrant pour tout le monde. Dans une première cohorte, donc exposition préalable à un inhibiteur de CDK associé à l'anti-aromatase. En deuxième cohorte, un inhibiteur de CDK associé au fulvestrant. Et en troisième cohorte de patients qui ont reçu la chimiothérapie avant. Donc, à l'ASCO, ils ont présenté les résultats de la première cohorte. Donc, efficacité d'alpelisib après anti-CDK et anti-aromatase. Donc, les résultats, ils ont été positifs, ce que ça conforte l'indication de ces médicaments par la suite. Après, la deuxième question, c'était la survie globale, parce qu'après ce que nous a raconté Eric, on est devenu très gourmand dans l'oncologie, parce que depuis des années où toutes les études ont été négatives, ces dernières 12 années, on a commencé à avoir des résultats extraordinaires positifs en survie globale, quelque chose qui est une nouveauté pour ces sous-populations de patients. Donc, cette étude était malheureusement négative en survie globale, même s'il y a une tendance d'amélioration au niveau de la médiane de survie. Après, plusieurs explications possibles. La plus importante, c'est probablement pour une question méthodologique. C'est une étude qui avait peu de puissance, 72%. Pour pouvoir détecter une différence à ce niveau-là, probablement il faudrait construire quelque chose avec beaucoup plus de puissance. Donc ça, c'est PI3 kinase. On passe à BRCA, le deuxième biomarqueur qu'on a besoin obligatoirement pour ce type de patients. Donc, tout le monde connaît ce médicament, olaparib, il est disponible pour les patients avec un cancer du sang métastatique BRCA germinal muté. Donc ça, on l'a grâce aux résultats de l'étude Olympiade, qui a comparé olaparib en monothérapie versus une chimiothérapie en monothérapie, donc des chimiothérapies quand même qui font partie de notre pratique habituelle, très précoce dans l'histoire naturelle de la maladie, dont Xeloda, Eribulina et Navelbine.
Donc, la parive était positive, une survie sans progression, et comme Eric il a dit, négative en survie globale. En BRCA, le deuxième antipare, dont Talasoparive, qui utilisait exactement le même modèle méthodologique, mais qui intégrait aussi les EMSAR dans cette bras comparateur. Également, il a montré exactement les mêmes résultats avec une diminution des risques de progression d'environ 50%, mais un résultat négatif au niveau de la survie globale. La réalité aujourd'hui, c'est que, d'une part, un peu ce qu'au début on intégrait, un développement qui était très timide des antiparts, on sait que ce n'est pas seulement antipare maladie triple négative. Aujourd'hui, un patient RH+, à chaque mois, il peut avoir aussi une mutation BRCA1, BRCA2, surtout BRCA2. Donc, dans ces deux études, la moitié des patients étaient RH+, et la moitié étaient triple négative. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et surtout, tous les modèles de prédiction de risque, ils ne sont pas 100% sensibles pour pouvoir dépister la mutation sur les patients. Ce qui a amené, et ça, c'est aujourd'hui des recommandations qui sont très claires, la nécessité de pouvoir disposer de l'information BRCA pour tous les patients avec un cancer du sang métastatique. Et on sait qu'entre 30 et 50% des patients n'ont pas de antécédents héréditaires, donc beaucoup de surprises à ce niveau-là. Tout ça, ça a été intégré dans les recommandations d'IBC5 à la fin de l'année dernière, où nous voyons qu'il conseille la réalisation del test génétique germinal BRCA pour tous les patients avec un cancer du sang métastatique, uniquement la mutation germinale, parce que comme on sait, la mutation somatique, on n'a pas la même pour ce type de patients, même si initialement on avait un ATU de cohorte qui permettait de faire ça avec Talasoparive. ABC aussi, il consolide la décision thérapeutique de réaliser alpelisib associé al fulvestrant post-inhibiteur de l'aromatase et faire beaucoup d'attention à le diabète avec l'hémoglobine glyquée. Il valide aussi quelque chose qui est très important à signaler, je profite, de la nécessité de pouvoir avoir des matériels assez récents dans la maladie métastatique et essayer toujours de faire des biopsies si la biopsie c'est possible. Donc, à niveau des futurs biomarqueurs, donc déjà sur la première ligne, comme on t'a déjà signalé, donc aujourd'hui, tous les patients commencent son histoire naturelle avec un inhibiteur de CDK4/6 associé à un traitement hormonal parce que ces études, ils sont améliorés la survie globale. Le problème, c'est que depuis pas mal de temps, on essaye de trouver des facteurs prédictifs d'efficacité pour pouvoir un peu construire quelque chose d'un petit peu plus intelligent, on peut dire. Malheureusement, toutes les études ne sont pas arrivées à démontrer un biomarqueur qui peut prédire l'efficacité, même s'il y a une tendance, même si on a des modèles comme été présentés à l'ASCO, où il y a quelques pistes, donc sur des analyses exploratoires, NetMo-MD, M2, sur l'ADN circulante. Il y a aussi quelques marqueurs, des marqueurs qu'on connaît très bien parce que celui-là, CDH4, IATM, il est lié à quelques problèmes héréditaires qui peut prédire aussi une diminution de l'efficacité, mais concrètement, aujourd'hui, aucun variable prédictif d'efficacité ou de non-efficacité. Donc, aujourd'hui, on est obligé à prescrire ce médicament pour tous les patients, sauf si il y a une contre-indication. Le deuxième marqueur intéressant à suivre, et lui, il a beaucoup de futur, c'est SR1. Donc, SR1, la mutation du récepteur à l'estrogène, pour lequel on sait qu'il est très peu prévalent au début de la maladie métastatique, autour de 3%, et c'est une mutation qui se développe pendant le développement de la maladie, à l'exposition de l'antiaromatase. Donc, très probablement, c'est un marqueur de résistance aux antiaromatases. Donc, pour ça, il y a cette excellente étude Padawan, coordonnée ici en France par François Clément Vidard. Donc, excellent, je dis, parce qu'à mon avis, c'est une étude où on va apprendre, parce qu'on va apprendre sur la biologie tumorale du cancer du sang, quelque chose que c'est une nécessité aujourd'hui. Et en même temps, on va répondre à des questions. Et en même temps, ça, c'est le troisième pas, il anticipe un peu quelque chose qui devient en fait très original, donc de changer les traitements par rapport à la base d'un changement biologique et pas par rapport à la décision classique de changer un traitement en cas de progression
comme on est habitué à faire dans le cadre des études RECIS, avec une progression clinique, une progression radiologique. Donc, Paraguay, tout le monde le connaît. Hein. Une première étape où tout le monde a commencé avec palbociclib et un inhibiteur de aromatase, avec la réalisation de la mutation pour ADN circulant tous les 2 mois. En deuxième étape, où au moment de diagnostiquer la mutation, donc faire une randomisation, donc patients qui ne sont pas progressés cliniquement ou radiologiquement, mais qui ont eu l'apparition de la mutation, donc une randomisation à fulvestrant ou la continuité d'une antiaromatase. Donc, c'était présenté à l'ASCO. La première étape, donc on sait que c'est peu prévalent, quelque chose qu'on savait déjà. 2% des patients ont la mutation au début de la maladie, et surtout on confirme ce que déjà on avait comme hypothèse. Donc, les patients qui n'ont pas la mutation ont le meilleur pronostic à niveau de la PFS que les patients qui présentent la mutation, dont effectivement ce concept de résistance ou moins de sensibilité aux antiromatases pour les patients qui présentent ces mutations, qui par la suite, ça peut donner quelque chose de très intéressant parce qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions pour lesquelles c'est le meilleur compagnon à les inhibiteurs de cycline. Est-ce qu'il faut faire fulvestrant, est-ce qu'il faut faire antiaromatase? Probablement, cet examen, ça va nous permettre d'une façon biologique objective pouvoir trouver la bonne option thérapeutique. Pour le moment, et ça c'est IBC5 aussi qui confirme, ce marqueur, ce biomarqueur, il n'est pas encore disponible pour la pratique de routine et pour le moment, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait conseiller pour la prise de décision. Et déjà pour finir, une nouveauté qui vient de la recherche clinique, dans la stratification de HR2, hein, je le dis parce que classiquement, on avait les patients HR2 positifs et HR2 négatifs. Et on a sur ce type de population, ça se mélange aussi les patients hormonosensibles. Et aujourd'hui, on stratifie, et grâce à la recherche, on a des études cliniques, on travaille, et ils ont inventé la définition d'HR2 low ou de HR2 ultra low. Donc, la définition elle est très simple. Donc, HR2 low, c'est les patients qui ont les fiches négatives. Donc, HR2 de croix, fiches non amplifiées, ou qui sont HR2 une croix. Et les ultra low, c'est entre 0 et 1. Et on a eu un entretien avec les sanapathes ici français à niveau national. Et ils sont en train un peu de voir comment ils vont faire pour pouvoir discriminer, parce que c'est quelque chose de très subtil. Il faudrait un peu faire un entraînement pour tous les sanapathes en France pour pouvoir un peu bien diagnostiquer ces 26%. Et ça, c'est à cause qu'aujourd'hui, il y a 2 études cliniques. On utilise ce médicament qui s'appelle trastuzumab deruxtecan, qui vient d'avoir son ATU de cohorte pour les patients HLU+, parce qu'il donne des réponses autour de 60% sur des patients multitraités. Ça, s'était démontré sur une étude de phase 2. Donc, aujourd'hui, il y a l'ATU de cohorte pour ce médicament depuis la semaine dernière. Donc, ce médicament-là, il a montré une efficacité hyper intéressante dans une étude de phase 1 sur une cohorte sur la définition HLU low, avec autour de 45% de réponses pour ce type de patients, qui a donné les pas à la construction de 2 essais cliniques, un qui s'appelle Destiny Breast 04, on évalue les patients d'HLU low, donc c'est trastuzumab deruxtecan versus plusieurs chimiothérapies, Taxol compris, pas Paclitaxel compris, donc il y a les ribuline, la capecitabine, tout, c'est quelque chose de très ambitieux, et ils vont ouvrir bientôt en étude pour les patients ultra low. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait suivre de très près parce que, voilà, pour moi, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Donc je conclue ce que j'avais dit au début, donc l'importance aujourd'hui de pouvoir disposer des PI3 kinases et de BRCA. Donc ça, c'est des biomarqueurs qu'il faudrait disposer progressivement pendant que les patients ils sont sur l'inhibiteur de CDK4/6 en première ligne, parce que c'est un peu les variables qui vont déterminer notre stratégie de traitement sur une maladie chronique où la médiane de survie déjà est touche presque 6 ans. Donc ça, c'est des choses extraordinaires grâce à l'apparition ou à l'utilisation de ces premières lignes. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc pour cette excellente présentation. Je crois que donc on va pouvoir ouvrir une discussion groupée avec les participants. Donc il va falloir voir si on peut afficher des questions des participants déjà. Moi, je crois que Éric Charles donc, nous a bien montré le bénéfice
des anti-CDK4/6 et du bénéfice, y compris en survie globale, de 3 études actuellement publiées. Et je crois que le topo de Christian a été très intéressant parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait la première fois, mais enfin c'est depuis longtemps une des premières fois où on voit un réel facteur prédictif, un nouveau facteur prédictif d'efficacité comme la mutation de PI3 kinase dans ces cancers RH+. Donc, on réclamait à corps et à cri souvent ces facteurs prédictifs d'efficacité. Et bien, pour une fois, on en a un de clairement démontré. Donc, est-ce que dans la salle, déjà, vous avez des questions à Éric Charles ou à Christian? Louis? Oui, alors juste, s'agissant de l'ALP lisible, on l'utilise de plus en plus dans le cadre de l'ATU. Je trouve quand même que cliniquement, c'est pas si simple. Alors, il y a le diabète, hein, mais indépendamment, toutes ces études de qualité de vie, alors on avait vu avec les Vérolimus, ça ne modifie pas la qualité de vie, donc c'est un peu bizarre. Je suis un peu inquiet, en fait. J'ai quand même, alors on diminue les doses, je les mets sous metformine systématiquement, et je m'embête plus, hein, je démarre quasiment tout le temps parce que ça monte vite. Je trouve quand même qu'il n'est pas de maniement très facile. Et dans la durée, alors il y a quelques patientes, effectivement, pour lesquelles, au bout de quelques mois, ça se calme et on tient en ayant baissé les doses. Pour d'autres, c'est l'enfer. Hein. Est-ce que c'est votre pratique à vous aussi de mettre systématiquement sous metformine? Éric Charles, Christian? Écoute, moi, j'ai une expérience assez limitée, mais j'en ai quand même traité 5 au moment de l'ATU. C'est vrai qu'en termes d'efficacité, il y a parfois des choses remarquables, y compris chez des patientes lourdement pré-traitées. Ce qui va dans le sens de ce que Christian a dit, c'est une vraie thérapie ciblée, à condition évidemment que la cible soit driver, ce qui reste à démontrer. La mutation PI3K, la valeur pronostique, elle est contradictoire. Est-ce que c'est vraiment une cible driver? Mais quoi qu'il en soit, l'expérience clinique m'a montré que ça peut être longtemps et très efficace. Mais pour revenir à la question, c'est que oui, je les mets directement sous metformine, comme toi, Louis. Et en plus, je commence à des doses un petit peu plus faibles que celles qui sont théoriquement recommandées. C'est-à-dire, je fais plutôt un schéma d'escalade de doses plutôt que d'attendre la toxicité pour les réduire. Et donc, voilà, c'est un médicament effectivement au maniement délicat, mais qui reste une option tout à fait intéressante dont il faudra trouver effectivement la vraie place. Parce que, encore une fois, les données qu'on a sont des données chez les patientes vierges ou presque d'inhibiteurs de cycline, malgré l'étude BELIEVE. Il faudra voir un petit peu ce qu'il en est après. Mais quoi qu'il en soit, c'est une véritable option délicate, mais ce n'est pas la première en oncologie. Et je pense que c'est notre avenir de toute façon. Demain, il faudra qu'on traite ces patients avec aussi une gestion globale des troubles métaboliques, mais en respectant bien sûr avant tout leur qualité de vie. Et toi, Christian, tu fais aussi de la metformine systématique? Bonsoir, Louis. Moi, je rejoins ce que vient de dire Eric. C'est un médicament qui c'est difficile sur la gestion de toxicité. Il faut avoir l'expérience, ce n'est pas n'importe qui, donc il faut faire beaucoup attention. Moi, j'additionne la metformine et depuis peu les antihistaminiques pour les rash, que c'est la deuxième toxicité fréquente, c'est une toxicité qu'on a vue avec tous les inhibiteurs de PI3 kinase. Et en fait, on fait une stratégie préventive. Et également, pareil que toi, moi, je commence à 250 mg. Là, pas 300, après ça, c'est une pratique personnelle. Je teste et par la suite, si tout va bien, je fais une augmentation à 300 mg. Oui, c'est un autre commentaire? Ouais, alors, juste, parfait, ce que je fais, effectivement, les antihistaminiques, moi, ça fait pas longtemps que je les ai rajoutés. Le truc est dans votre expérience à vous, alors même si ça va faire partie du passé, mais avez-vous testé le médicament chez des patientes qui avaient eu le Lévérolimus? Parce que c'est la voie, alors effectivement, le P3K, c'est la mutation. Donc, est-ce qu'on est parti sur de la thérapie ciblée? Je n'ai pas encore eu de malade dans cette situation-là, mais je me posais la question de savoir si après exemestane et Vérolimus à l'ancienne, hein, parce que ces malades-là, on les a eu avant, elles l'ont probablement moins maintenant, mais est-ce que vous, on ça en vous a est encore arrivé? quelques-uns dans Oui, tout à stock. fait. Mais ouais, c'est exactement ça. Mais est-ce que vous avez eu l'expérience de la jouer P3K muté et donc addiction oncogénique, ça marche pas? Non, pas moi. J'ai pas encore. Moi, oui, parce qu'effectivement, deux de mes patientes, mais encore une fois, sur une toute petite cohorte, avaient été préexposées à l'évérolimus. Il faut avouer que celle qui a bien répondu
à l'alpélizib avait arrêté très rapidement l'éverolimus pour intolérance notamment cutanéo-muqueuse, donc je ne peux pas juger du fait qu'elle ait été résistante, puisque c'est un peu ta question, je pense, savoir si on pouvait récupérer, entre guillemets, une sensibilité, un inhibiteur de PI3K après préexposition donc, à l'éverolimus, donc je ne peux pas te le dire, mais effectivement, parmi les 2 patientes pré-traitées, il y a eu une qui a répondu convenablement, mais il faut savoir qu'elle avait eu un traitement très court en raison d'une intolérance rapide cutanéo-muqueuse. Donc, je ne peux pas répondre. Je n'ai pas d'expérience de patiente ayant véritablement répondu ou progressé d'emblée sous everolimus et qui aurait répondu ensuite à l'alpélizib. Ça, je ne peux pas te donner de réponse. Christian? Moi, je n'ai pas d'expérience. Ce que je sais, c'est que les patients qui ont la PI3 kinase, ils sont moins bons répondeurs à Finitor. Ça, c'était montré, il y a des courbes, ça, c'est très clair. Mais moi, je n'ai pas du tout d'expérience. C'est vrai que c'est une excellente question. Et moi, je crois qu'on aura plein de données après la TU, les résultats de la TU de cohorte. Là, si on passe au post-ATU, on va pouvoir un peu travailler sur tous les datas des patients traités ici en France pour un peu savoir qu'est-ce qui s'arrivait pour ces profils, ces cohortes à Finitor préalable. Est-ce qu'il y aura des questions au niveau des participants à distance? Je ne vois rien s'afficher. Monsieur Thiam, vous pouvez, vous devez ouvrir votre micro. Ouvrez votre micro et vous pourrez parler. Il n'a pas l'air de nous entendre, Monsieur Thiam. Bon, il ne veut peut-être pas parler. Non, mais moi, je peux vous donner une question provocatrice, hein, si vous voulez. Moi, j'aimerais poser une question à Christian. Merci. Moi, je ne suis pas aussi convaincu que lui que l'ESR est vraiment un avenir en tant que facteur prédictif, pronostic ou autre. Mais j'aimerais savoir ce qu'il en pense. Si demain, tu avais l'ESR, parce que, encore une fois, on a bien vu que c'est un profil dynamique, hein, c'est une mutation qui évolue en fonction de la pression thérapeutique, qui peut bien sûr apparaître, mais qui peut aussi régresser. On l'a vu dans l'étude Adawan. Est-ce que véritablement, demain, si tu as l'accès à ce statut, ça va modifier ton attitude aujourd'hui? C'est-à-dire que tu prescriras d'abord le fulvestrant, tu vas lui prescrire le fulvestrant avant même qu'elle progresse cliniquement, simplement sur l'apparition d'une mutation ESR. C'est très beau la biologie, c'est très beau la science, mais encore une fois, là, on s'adresse à des médecins, on est tous cliniciens. Est-ce que demain, tu t'en servirais? Là, tu sais, ma pensée, ça vient de la clinique, en fait, parce que moi, je suis convaincu. Après, voilà, la suivi globale, il casse un peu tout, hein, mais je suis convaincu que pour un patient avec un cancer du sang métastatique, il faut envisager toute une stratégie. C'est pour ça que je regrette l'absence des études séquentielles. Et en fait, le problème actif, c'est deux. Le premier, c'est que alpelisib en 12e ligne, c'est associé à fulvestrant. Et on a les études de MONALISA 3 qui montrent des PFS extraordinaires avec fulvestrant qui sont nous amenés à douter sur quel traitement il faut commencer. Et là, on a eu une discussion déjà ensemble que peut-être il y a des cliniciens qui pensent qu'il faut commencer d'emblée avec la meilleure hormonothérapie à cause des résultats ou grâce aux résultats de MONALISA 3. Et ça, je ne suis pas sûr parce que, en fait, c'est vrai que c'est une très bonne hormonothérapie, mais la comparaison entre les deux, on ne l'a pas. Donc, c'est surtout à cause de ça que je pense que peut-être cette mutation, ça pourrait à moi m'amener à décider quel compagnon il faudrait utiliser pour les inhibiteurs de cycline. Donc, si la mutation est d'emblée, je n'hésiterai pas et je ferai le MONALISA 3, donc fulvestrant associé à l'inhibiteur. Et s'il n'y a pas de mutation, tranquillement mon antiromatase. Comme ça, je réserve en 12e ligne des fulvestrant associé al alpelisib si effectivement la mutation est présente. C'était seulement pour ça, je pense que c'est un peu là où il y a une validité. Hein. Mais de là à changer précocement parce qu'il a changé, ça, honnêtement, je ne pense pas.
Et je crois que Paraguay n'a pas la puissance pour démontrer une différence hein, à ce niveau-là. Mais après, toujours, il y a des surprises. Hein. On verra qu'est-ce que ça donne l'étude de Vidal. Mais voilà. D'accord. Tout à fait d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que M. Thiam est réapparu? Non, apparemment, il n'y a pas de questions de la part des auditeurs à distance. Donc, je crois qu'on va remercier nos orateurs pour l'excellence de leur topo et la finesse de leurs interventions. Et puis remercier donc à nouveau le laboratoire Novartis pour avoir organisé ce symposium. Merci à vous et bonne soirée. Merci. Merci, bonsoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.